RCN. Le son de la différence. – 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois traite du sujet des épilepsies. Aujourd'hui, un sujet, un sujet pour l'autonomie. On va parler d'habitat inclusif dans cette émission. On est en direct jusqu'à 11h. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Et pour m'accompagner, comme à chaque fois, j'ai le plaisir d'avoir, alors ce mois-ci, Aurore, des équipes Relais Handicap Rare. Bonjour Aurore, parle bien dans le micro. Comment ça va Aurore ? Bien et toi ? Bien, très bien. Équipe Relais Handicap Rare, en un mot, rappelez ce que c'est. Alors donc c'est une équipe qui accompagne les personnes en situation de handicap rare pour les accompagner dans leur parcours. Et donc c'est avec vous qu'on porte cette émission tous les mois et ce mois-ci vous avez décidé qu'on allait parler, c'est une très bonne idée, grand bien vous fasse, de l'habitat inclusif. Pour ce faire, nous serons accompagnés de Marie-Christine Poulain. Bonjour Marie-Christine qui est au téléphone avec nous. Bonjour. Marie-Christine, vous êtes donc de EPI Bretagne et vous êtes cofondatrice du projet Habitat Inclusif, c'est bien ça ? Oui, cofondatrice de l'association, tout à fait. Parfait, et puis alors vous avez la chance et l'immense bonheur d'être en Bretagne. Et oui. Très bien. Partagez-nous votre soleil, ça nous fait du bien. Avec nous également dans ce studio, nous avons Céline. Bonjour Céline. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable de secteur de la résidence Palatina à Nancy, qui est une résidence d'habitat donc inclusif. Et vous nous en parlerez concrètement dans quelques minutes. Et puis on a le bonheur, comme chaque mois, d'être accompagné de témoins, de gens qui vivent ce quotidien. Et ce matin, c'est avec Clara. Bonjour Clara, que nous sommes accompagnés. Et avec Bertrand, bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous tous les deux ? Ça va. Ouais, ça va. Bon, je suis heureux de vous avoir dans ce studio. Tous les deux, vous souffrez d'épilepsie. Vous habitez donc cette résidence Le Palatina. Vous avez votre propre studio, c'est bien ça ? Oui. Oui. Et vous nous raconterez tout ça. Et vous êtes en plus venu avec des photos de vos habitats, de vos chez vous, qu'on aura le plaisir, vous me les commenterez tout à l'heure, on les commentera pour nos auditeurs, pour qu'ils voient et qu'ils sachent de quoi on parle, que vous avez vraiment votre petit appart qui vous appartient. Oui. Bon, très bien. Vous le savez, chaque mois, on démarre cette émission en allant interroger des gens qui sont dans la rue sur le sujet du mois. Donc, Aurore, 3 questions leur ont été posées aux gens dans ce micro-trottoir. Quelle est la première question qu'on leur a posée ? La première, c'est est-ce qu'une personne épileptique peut vivre seule ? À mon avis, elle doit être capable de vivre seule, mais accompagnée avec des recommandations particulières. Je pense que c'est pas autant une restriction que ça. Ça dépend du niveau d'épilepsie, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense que c'est un spectre large et qu'il y a des gens qui vivent très bien seuls, d'autres qui ont besoin d'un accompagnement qui est quotidien. Pour moi, ça dépend, c'est au cas par cas. Oui, je pense, ça dépend le degré d'épilepsie peut-être. C'est une possibilité, il faut juste faire les aménagements nécessaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de crise. Donc faire attention à ce qui est dans l'appartement, etc. Faire attention aux lumières, faire attention au voisinage, qu'il n'y ait pas de problème particulier qui pourrait créer des crises. Mais je pense que c'est une possibilité de vivre seule. Elle peut, mais ça peut être dangereux. Je pense que si elle a un bon traitement, normalement, elle peut vivre seule. Hein. Ça dépend, je pense, le stade, mais je dirais que c'est mieux d'être accompagnée, au cas où. Oui, il y a des traitements adaptés qui permettent d'équilibrer et uniquement l'épilepsie, pour moi, on peut vivre sans trop de problèmes. Je dirais aujourd'hui, j'en sais rien pour être honnête, mais peut-être on a des appareils aujourd'hui qui détectent une crise, ou alors avec un animal, je sais que les animaux aussi, certains animaux détectent les crises épileptiques, si je dis pas de bêtises. On sent que la principale inquiétude des gens qu'on interroge dans la rue sur le fait de vivre seul quand on souffre d'épilepsie, c'est en cas de crise. C'est bien ça, si je retiens dans ce micro-trottoir. Vous voulez peut-être réagir, Céline ou Marie-Christine Poulain, à ce qu'on vient d'entendre des gens dans la rue ? Marie-Christine ? Je pense que déjà c'est un fabuleux micro-trottoir, parce que moi j'ai noté vraiment des choses, des idées clés, au cas par cas, l'hétérogénéité, le spectre large de la maladie, les mots aménagement, accompagnement. Cela peut être dangereux, mais pas toujours, parce qu'effectivement, la majorité des personnes épileptiques sont équilibrées. 70% des personnes, le traitement fonctionne, et ces personnes ne font pas de crise. Donc là, on s'attache vraiment aux 30% restants.
Et la détection des crises aussi. Oui, c'est ce qui remonte. Mentionner ça, qui est vraiment intéressant. Et à la fois avec, qu'est-ce qu'on a comme système pour détecter une crise, et puis des chiens qui effectivement sont une piste intéressante. On a d'ailleurs une jeune femme au sein de l'habitat breton qui a un chien d'assistante. On en reparlera aussi sur Palatina. Je crois que vous mettez en place des choses pour pouvoir gérer les crises, Céline, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. En fait, il y a une équipe au quotidien qui est présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et du coup, qui est là pour accompagner les résidents qui vivent. C'est ça. On en reparlera évidemment, on va dérouler un peu tout ça tout au long de l'émission. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question que vous avez posée, Aurore, aux gens, aux habitants de Nancy. Alors, on a demandé de quelles aides une personne épileptique peut-elle avoir besoin pour être le plus autonome possible dans son logement. Quelles aides? Alors là, vous me posez une colle. Je sais pas, parce que franchement, je suis absolument pas renseigné sur l'épilepsie, alors j'en ai aucune idée. S'il y avait une personne qui pourrait alerter si elle a une crise ou la surveiller, être présente, plutôt qu'une caméra, une machine ou du matériel. Une personne qui vient régulièrement la voir si tout va bien, tout ça. En période s'il y a de la crise ou quoi. Un petit peu comme une personne qui vieillit, rester chez elle, ça veut dire que régulièrement quelqu'un passe la voir. Mais en même temps, si elle fait sa crise, après on peut l'anticiper, cette crise-là, par des médicaments, certainement. D'avoir le passage quand même régulier de personnes qui peuvent s'assurer du bon fonctionnement des lumières ou des choses comme ça, parce que ça peut créer des crises et c'est pas des choses que du coup ils peuvent gérer. Et du coup, s'assurer du bon fonctionnement du logement, du respect des voisinages par rapport à sa pathologie, ce genre de choses. Lumière tamisée, des volets, exprès pour les gens épileptiques. Peut-être un chien guide, les chiens qui aident, ou par exemple sa maman, son papa ou une personne de confiance. On a parlé du chien en l'occurrence. Un chien, je dirais pas une aide chien handicapé quoi. Donc un animal, éventuellement. Ou peut-être un collier comme les personnes âgées peuvent avoir, ou un bracelet pour donner une alerte. Je pense à un système qui appelle quelqu'un en cas de problème, en cas de crise, je sais pas du tout. Bon, on entend, il y a plein de propositions. Alors, on va peut-être remettre les pieds dans le plat tout de suite. Le coût de la lumière, ça concerne pas tout le monde, on est bien d'accord, Céline, Marie-Christine? Oui, 5% des personnes épileptiques sont photosensibles, donc effectivement c'est une minorité. Mais comme toujours sur l'épilepsie, on est face à une pathologie très hétérogène, donc effectivement cela peut concerner certaines personnes, mais c'est loin d'être la majorité des personnes. Voilà. En revanche, on entend quand même vraiment ce besoin d'accompagnement par des personnes. Alors on entend même une personne qui dit plutôt qu'un système de caméra ou quoi, c'est quand même mieux s'il y a quelqu'un qui vient. On sent qu'il y a finalement dans le cadre de l'autonomie des personnes dans leur habitat, il y a quand même cette notion et ce besoin, en tout cas d'après les gens, d'avoir des gens qui sont avec eux, qui les accompagnent. Céline? Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi bien que les personnes, les résidents puissent aussi venir nous solliciter quand ça va pas, parce que on voit pas toujours la crise quand ils sont effectivement chez eux. On va pouvoir l'entendre, etc. Mais c'est vrai qu'après, ils peuvent venir solliciter. Donc, une machine, comme le dit si bien la dame, elle va pas être sollicitable autant qu'une personne... autant que l'AVS qui est là et qui accompagne et qui connaît bien. AVS, assistante de vie... auxiliaire de vie sociale. Pardon. Auxiliaire de vie sociale, voilà. Donc voilà, il y a quand même cet intérêt d'avoir des gens qui sont là aussi pour accompagner, vivre avec. Exactement. Et tout ce qui est du principe des technologies, on entendait quelqu'un qui parlait des colliers comme pour les personnes âgées. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi dans une démarche d'autonomie, de logement inclusif? Marie-Christine, peut-être que je peux vous poser cette question-là. Vous avez parlé des animaux tout à l'heure. Ça peut être important, tout à fait. Et comme le dit très bien Céline, c'est vrai que la première chose, c'est que pour certaines formes d'épilepsie où des personnes vont faire des crises et peuvent se mettre en danger, l'accompagnement est important. Il est important pour gérer la crise, mais il est aussi important pour aider les personnes à gérer leur épilepsie et à minimiser ce qui va pouvoir créer des difficultés, minimiser le stress, aider à gérer aussi peut-être le sommeil, etc. Mais il est vrai que en ce qui concerne les systèmes de détection, on n'a pas vraiment de système de détection de crise, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiables, il y a trop de faux positifs.
Par contre, on peut utiliser, selon la forme des crises, et s'il y a des chutes par exemple, on peut tout à fait effectivement utiliser un détecteur de chute, comme on le ferait pour une personne âgée. Donc certaines de nos personnes ont des détecteurs de chute. Nous nous retrouvons avec le projet avec les réalisations de Nancy, le Palatinat en particulier, dans la mesure où les gens sont seuls chez eux, nos appartements sont en diffus, et c'est important qu'il y ait effectivement ces systèmes d'alerte. Donc on a à la fois les détecteurs, et puis comme je disais, on a une jeune femme qui a un chien d'assistance. Oui, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. On a entendu beaucoup les gens dans la rue parler de l'animal, du chien d'assistance. Donc c'est quand même que dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui peut vraiment rendre service. Est-ce que, on a bien entendu, Marie-Christine, vous le disiez, on a l'air de comprendre que oui, ça rend un vrai service. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser aussi, peut-être pour donner plus facilement accès à l'habitat ? Pas nécessairement. Je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Un chien, ce sont aussi des contraintes. C'est aussi des contraintes pour les aidants, par exemple, ou pour les accompagnements. Le chien est intéressant à nouveau aussi dans la gestion de la maladie, d'avoir une présence aussi très rassurante. Mais c'est ça qui est très fascinant intellectuellement avec l'épilepsie, c'est que c'est un kaléidoscope, une mosaïque de cas, et il faut vraiment accompagner chacun selon ses souhaits et ses besoins. Ce qui est fondamental, c'est effectivement la présence pour nos publics, qui ont à la fois une épilepsie et des troubles associés, une épilepsie pharmacorésistante et des troubles associés. C'est l'accompagnement aussi au quotidien d'aides qui vont être formées, d'auxiliaires de vie qui vont être formés. Oui, on revient vraiment à cette notion d'accompagnement humain. Je vous propose qu'on passe à la dernière question qu'on a posée aux gens dans la rue, Aurore. C'est quoi l'habitat inclusif pour vous ? L'habitat inclusif. Alors pour moi, c'est ce qui se fait en ce moment un peu au niveau de certaines maisons de retraite plus belles, plus chouettes. Ça veut dire, pour moi, on accueille les gens et en même temps, on met à leur disposition des services. Et ça permet de tenir la route, quoi. Et de continuer à vivre, qu'on soit malade, qu'on soit âgé, qu'on soit en manque d'autonomie, quelle qu'elle soit. Habitat inclusif, je pense plus aux handicapés moteurs, avec des rampes, tout ça. J'imagine pas trop dans quel niveau ça peut se prêter aux épileptiques. Alors, l'habitat inclusif, c'est justement sur un même endroit que des personnes de différents âges cohabitent, donc des anciens, des plus jeunes, mais aussi des personnes avec des handicaps différents ou des pathologies différentes, pour que chacun puisse trouver une aide autour de soi et ne reste pas seul, isolé. Et puis, on a du mal à trouver des personnes pour aider à domicile. Ça fait comme une sorte de bénévolat où les gens qui sont disponibles, qui travaillent pas ou selon les horaires, ils peuvent rendre service à ceux qui ont des soucis, quoi. L'habitat inclusif ? Ouais. C'est une maison fait exprès pour les personnes épileptiques ou qui acceptent, qui ont des moyens pour s'occuper de les cas. Calme, peut-être. C'est un habitat qui permet de vivre de façon indépendante, mais qui prend en compte toutes les difficultés au quotidien. C'est quand ton logement il est adapté pour ton handicap. Je suis pas familiarisée avec le principe, mais je pense que c'est des logements qui permettent justement d'avoir des personnes atteintes de maladies ou de pathologies de pouvoir vivre en autonomie, mais de garder aussi cette présence de quelqu'un qui peut les soutenir si nécessaire. C'est de proposer des aides à ces personnes. J'en ai aucune idée. Inclusif, c'est un endroit où les épileptiques se regroupent, je sais pas. L'habitat inclusif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en permanence avec elle, non ? Je sais pas. Eh bien, figurez-vous, je vous poserai la question dans un instant. Donc, on va pas forcément débriefer tout de suite ce micro-trottoir parce que ce qui va m'intéresser, Marie-Christine et Céline, c'est que vous me racontiez, pour vous, c'est quoi l'habitat inclusif. Et après, avec nos témoins Clara et Bertrand, ils nous raconteront justement leur habitat, leur quotidien. Le temps peut-être d'abord d'écouter un premier titre. Je vous propose qu'on écoute... On va commencer par Kenji. Je sais qu'il y avait une petite dédicace de la part de Bertrand. Oui. C'est pour qui on va écouter ce titre ? Pour Isabelle. Et c'est qui Isabelle pour vous, Bertrand ? Ma copine. C'est votre amoureuse ? Oui. Elle nous écoute là maintenant ? Là, elle est au travail. Elle est au travail, donc elle écoutera le podcast. Donc on en profite. On lui fait un gros bisou. On lui fait un gros bisou et on écoute Kenji ? Oui. Alors on embrasse tout de suite très fort Isabelle et on écoute tout de suite Kenji Girac, si seulement. RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
À 10h17 ce matin, nous parlons d'épilepsie et d'habitat inclusif. Il y a quelques instants, nous écoutions le micro-trottoir dans lequel la question était posée aux gens dans la rue. D'après vous, qu'est-ce que l'habitat inclusif ? Alors on a entendu énormément de choses. On a entendu que ça pouvait être un endroit où on regroupait les personnes qui souffraient des mêmes handicaps, ou à l'inverse, des endroits où pouvaient cohabiter des gens qui souffraient d'un handicap et puis d'autres qui n'avaient pas de handicap pour pouvoir s'aider. J'avais envie de vous poser à toutes les deux, à vous Marie-Christine et à vous Céline, c'est quoi pour vous l'habitat inclusif ? Vous êtes commencer par Marie-Christine. Je rappelle que Marie-Christine, vous êtes membre d'EPI Bretagne et que vous êtes cofondatrice du projet Habitat Inclusif, et je crois savoir que vous avez plusieurs appartements et ou résidences, c'est ça hein ? Oui, nous avons deux dispositifs. Et c'est vrai que quand on parle d'habitat inclusif, c'est encore un concept assez novateur en France. Les autorités, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie se penchent sur le sujet, a créé toute une réflexion autour de ce qui s'appelle l'habitat intermédiaire, dans lequel on met tout ce qui peut constituer ces habitats un petit peu partagés, à la fois pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Et l'habitat inclusif s'inscrit là-dedans. Et dans inclusion, évidemment, il y a le fait de pouvoir se mélanger les uns avec les autres, comme c'est le cas pour le dispositif de Nancy également. Alors justement, Céline, pour vous, l'habitat inclusif, on entend la définition de Marie-Christine. Pour vous, du coup, Céline, c'est quoi l'habitat inclusif ? Mais c'est exactement ça. En fait, c'est dans le terme d'inclusion, on a aussi inclure. Donc nous, on recherche à inclure effectivement nos résidents au sein de la cité, on va dire, au sein de la ville. Et alors nous, on est une résidence de 27 personnes, de personnes déficience intellectuelle. Je rappelle juste, Céline, que vous êtes responsable de secteur à la résidence Palatina. Quand on parle de la résidence, c'est la résidence Palatina à Nancy. C'est ça, tout à fait. Et on est situé quasiment en plein cœur de Nancy. On est rue de Falsbourg. Donc on est vraiment mélangé avec la population lambda, propriétaire ou locataire. D'ailleurs, ils sont même locataires de leur appartement. C'est aussi ça l'inclusion, c'est d'avoir un chez soi. Et puis l'habitat inclusif répond aussi à un appel des familles et des personnes qui relèvent pas tout à fait d'un appartement où ils pourraient vivre seuls, en totale autonomie, et ça relève pas non plus d'un foyer où là c'est un peu plus cadré, etc. Donc nous on leur apporte cet entre-deux, comme disait Marie-Christine, cet habitat intermédiaire, inclus dans la vie de la cité et avec les gens. Marie-Christine, vous nous parliez du partage, justement, de cette notion de partage qu'il y a entre les différentes personnes qui habitent ces résidences. Ça se concrétise comment ? Alors effectivement, selon les projets, on peut avoir une différente conception du bâti. Ça va vraiment dépendre des souhaits, mais aussi des besoins des personnes. Donc nous, à Rennes, nous sommes partis nous avons deux dispositifs en cœur de ville de Rennes. Nous sommes en partenariat avec APF France Handicap. Donc il y a deux types de publics qui sont locataires de leur appartement, à la fois des personnes avec épilepsie et troubles associés et des personnes avec handicap moteur. Nous avons 6 personnes épileptiques et 6 personnes avec handicap moteur dans chacun des dispositifs. Et leur appartement, ils louent leur appartement tous directement auprès du bailleur social, et leurs appartements sont en diffus au sein des résidences de logements sociaux, là où sont chacun des dispositifs. En fait. Quand vous dites en diffus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand mon frère, qui avait ce rêve d'avoir un appartement seul chez lui, mais avec quand même un petit filet de sécurité, on va revenir sur les services et l'accompagnement ce qu'est le petit filet de sécurité, mais ça veut dire que quand Dominique il ouvre sa porte, eh bien à gauche il a la jeune famille avec les jeunes enfants, il a le couple de retraités, il a une famille d'une 50aine d'années également. Ce sont ses voisins de palier, c'est des gens de la vie ordinaire qui sont aussi dans ces logements. C'est la même chose pour chacun des locataires que nous avons dans notre dispositif. Donc nous sommes en diffus dans les bâtiments. Donc si on comprend bien, l'habitat inclusif, c'est un endroit où les personnes vivent avec une autonomie, un haut degré d'autonomie, mais quand même avec une possibilité d'assistance humaine, ou peut-être on en reparlera, technologique avec quoi. Hein. C'est ça, Céline ? C'est ça, oui, tout à fait.
Exactement. Et effectivement, alors nous, la petite disparité avec Marie-Christine, c'est que nous, on a une résidence donc, de 3 étages et ce n'est que pour des personnes en situation de handicap. Voilà, le bâtiment est dédié aux personnes en situation de handicap, mais au sein de la cité, comme on l'a dit tout à l'heure, au sein de la ville. Voilà. Alors, c'est pas des appartements diffus. Ouais. Il y a cette question, on l'a entendu aussi beaucoup dans le micro-trottoir, qui a un petit peu, je ne vais pas dire ce qui inquiète les gens, mais il y a quand même besoin, et je reviens vers vous Marie-Christine, quand on parle d'habitat diffus, de pouvoir gérer la crise, la crainte qu'une crise survienne quand on est autonome et dans l'habitat diffus. Comment ça se passe ? Oui, alors on a aussi un espace commun qu'on appelle appartement ressources qui se trouve au premier étage et au rez-de-chaussée dans le deuxième dispositif de l'un des bâtiments. Et effectivement, nous avons, comme pour le projet, comme pour la réalisation du Grand Est, nous avons aussi des aidants qui sont un fil rouge de l'aidant, qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir intervenir en cas de crise, intervenir en cas de retour, comme on le vit de temps en temps aussi, quand la crise a eu lieu, peut-être entre le lieu de travail et le dispositif, qu'il y a des points de suture qui sont nécessaires. Ça veut dire un passage aux urgences. On sait tous ce que ça veut dire, 6-7 heures aux urgences. On retrouve soit il est 2-3 heures du matin. Et donc, on est souvent déjà épuisé par la crise et on rentre encore plus épuisé en général. Exactement. Et donc le fait que les aidants puissent être là et s'assurer que tout se passe bien pour le retour, le coucher, dans une situation difficile, que effectivement le post-crise soit géré aussi grâce à l'aide des dents, ça aussi c'est important. Il y avait aussi cette idée-là de l'aménagement. Est-ce qu'il y a des aménagements spécifiques en habitat inclusif ? On entendait des gens tout à l'heure qui disaient, par exemple, je vais passer la notion des lumières, et encore que ça peut arriver pour quelques personnes, mais est-ce que le mobilier, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sécurités à mettre en place dans un appartement pour éviter qu'au moment où la personne ferait une crise chez elle, elle se blesse à cause de ce qui l'entoure ? Marie-Christine ? La chance qu'on a eue, c'est qu'on partait sur des logements neufs et on partait sur un projet qui était en partie dédié aux personnes épileptiques. Donc on a pu travailler avec nos partenaires, et je pense en particulier à nos partenaires du secteur médico-social qui accueillent des personnes dans des foyers, ou un ITEP aussi, un établissement éducatif du Finistère qui fait un travail remarquable, l'ITEP de Toularoite. On est allé les voir et on a vu un petit peu qu'est-ce que eux ils faisaient pour les publics qui les accueillaient, en parlant aussi beaucoup à nos partenaires, les médecins du CHU de Rennes, aussi les neurologues du CHU de Rennes, par rapport au type d'accident qu'eux voyaient. Donc on a pu créer tout un cahier des charges pour nos partenaires bailleurs sociaux. Ça inclut des choses comme des douches à siphon de sol, l'ouverture des petites pièces qui se fait vers l'extérieur, de manière à ce que si quelqu'un tombe derrière une porte de toilette ou de salle de bain, on puisse facilement ouvrir. Les angles des murs sont protégés par des cornières. Les angles des portes, moi j'ai appris un nouveau mot avec ce projet, les angles des portes sont chanfreinés, c'est-à-dire que le bois, les angles sont cassés. Les murs porteurs sont protégés par du BA13, c'est-à-dire que on va enfoncer le mur avant d'enfoncer sa tête. C'est important. J'en oublie sûrement. Ah oui, j'oublie ce qui nous passionne le plus, les radiateurs verticaux. Les magnifiques radiateurs verticaux, un peu arrondis, sur lesquels en fait on peut rebondir. Oui, effectivement. Mais donc ce qu'on entend, c'est qu'il y a une vraie adaptation du logement aussi, c'est-à-dire que pour rendre autonome, on adapte. C'est une façon de se protéger, c'est une façon de pouvoir permettre de l'autonomie. Ça ne règle pas tout. Le sol reste dur. Il y a des angles. Chacun a fait attention aussi à son aménagement. Après, c'est chacun est directement le locataire. Donc, comme tout un chacun, installe sa cuisine s'il souhaite une cuisine, et évidemment amène tous ses meubles, etc. Donc, mais le groupe a fonctionné. Il y a eu beaucoup de travail de co-construction en amont sur les deux dispositifs, et puis la paire aidance a beaucoup joué aussi. Moi, je vais faire comme ça, comment tu vois les choses, les familles, Oui, parce qu'il y a une expérience, dans la famille aussi qu'il faut écouter.
Oui, tout à fait. Et la pérédance, elle venait de là aussi. Oui. Céline, du côté du Palatinat, dans les adaptations qui sont apportées au logement, je crois que notamment, il y a par exemple le fait que les personnes qui souffrent d'épilepsie soient au rez-de-chaussée. Oui, tout à fait. Alors, on a privilégié les appartements du rez-de-chaussée pour les personnes épileptiques, puisque justement, nos bureaux sont au rez-de-chaussée. Et du coup, effectivement, beaucoup plus facile d'intervention en cas de crise, en cas de soucis, que s'il fallait monter dans les étages. Alors, Clara, qui est à côté de vous, voilà, au niveau des crises d'épilepsie, c'est... Oui, ça, Clara, c'est une particularité, parce que je ne crois pas qu'elle soit au rez-de-chaussée, par exemple. Exactement. Elle nous en parlera tout à l'heure, hein, mais elle est à l'étage. Elle est effectivement à l'étage, parce que ces crises lui permettent d'être effectivement à l'étage. Mais elle vous expliquera un petit peu Vous plus. nous expliquerez, Clara, hein, pourquoi vous êtes à l'étage. Oui. Bon, on va continuer d'échanger pour l'instant, mais promis, je vous donne la parole après, parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre tous les deux, que vous me racontiez ce que ça a changé pour vous. Revenons un tout petit peu sur comment je vais dire, sur l'adaptation des dispositifs cette fois-ci. On a entendu donc tout à l'heure, et Marie-Christine, vous nous en parliez, par exemple, des dispositifs anti-chute, etc. Ça, c'est des choses que vous mettez en place dans vos résidences respectives ? Marie-Christine ? Selon les personnes, certaines ont effectivement un bracelet détecteur de chute. Alors ça n'empêche pas la chute, ça ne prévient pas de la crise, mais effectivement, ça va détecter la chute. Tout dépend de la forme de la crise. Nous accompagnons également des personnes qui ont, par exemple, des séries d'absences. Oui, c'est ça. Donc là, avec peu de risque de chute, là, ça ne va pas forcément être un dispositif qu'ils vont choisir. Mais l'autre élément intéressant, c'est effectivement ce chien d'assistance qui accompagne une des locataires, où le chien a à la fois ce côté de réassurance, mais également prévient la jeune femme quand elle va faire une crise, semble vraiment... alors on parle de changements olfactifs en fait, hein, et c'est ça qui alerte un petit peu le chien. Et justement, il y a tout un travail de recherche très intéressant dans notre communauté en ce moment. J'espère que vous aurez l'occasion de les interviewer, parce que je pense que ça va être assez fascinant, sur justement comprendre les mécanismes qui font que le chien va peut-être réagir et va donner des petits coups de museau dans la cuisse de la jeune femme en disant là, tu vas avoir un souci, il vaut mieux que tu t'assoies. Et donc il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour pouvoir essayer d'en faire quelque chose, un dispositif peut-être non animalier, mais sur la même base. Mais donc, si je comprends bien, pour l'instant, l'animal, il peut vraiment prévenir la crise, en tout cas les risques liés à la crise. C'est de manière anecdotique, il est clair que dans certains cas, cela peut fonctionner. Alors après, c'est très précis, moi je ne maîtrise pas exactement dans quel scénario, mais de manière anecdotique, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on comprend, tout à fait. Alors, j'entends aussi que vous dites qu'on adapte les choses aussi aux différents types de crises, mais enfin, si je jette un peu un pavé dans la mare, mais on ne dit pas qu'il y a autant d'épileptiques que d'épilepsie ou d'épilepsies que d'épileptiques, ce qui veut dire que si on doit adapter, il faut adapter quasiment au cas par cas, non ? Après, il y a des familles de manifestations. Donc, est-ce qu'il y a une chute ou pas ? Est-ce que c'est nocturne avec peut-être une énurésie, auquel cas l'appareil ? On peut avoir des capteurs sous le matelas qui vont capter soit le mouvement, soit l'énurésie. Enfin, voilà, il y a pas non plus 36 modes de détection. Hein, mais effectivement, ça vaut la peine de se pencher sur le type de manifestation et de comment on va pouvoir au mieux alerter en fait, hein, parce que c'est ça, l'idée c'est qu'il faut quelqu'un derrière, et je crois que quelqu'un sur le micro-trottoir l'a très bien dit, c'est que la technologie ne remplace pas le besoin de présence pour aider à gérer la situation. Céline, vous vouliez réagir aussi à ma question ? C'est ça, en fait, je suis d'accord avec vous. C'est les adaptations pour nous, enfin, en tout cas au Palatinat, ça se fait un petit peu au fur et à mesure de ce qu'on va constater et de l'évolution de l'épilepsie de la personne. Par exemple, les adaptations au domicile de Clara sont pas les mêmes que pour Bertrand, dans le sens où Clara, vous en parlerez tout à l'heure, par exemple, de votre lit. Il n'y a pas cette adaptation-là chez Bertrand. On a une autre résidente épileptique qui, elle, en post-crise, donc c'est-à-dire après sa crise, aurait des
tendance à divaguer, un petit peu fuguer. Donc là, on a mis un verrou à sa fenêtre. Elle a une fenêtre qui ferme à clé pour pas justement qu'elle passe à travers cette fenêtre. Ce qui n'est pas le cas chez Bertrand et encore moins le cas chez Clara. Donc en fait, on a adapté les aménagements de leur logement en fonction effectivement de leur pathologie. Donc oui, il y a des aménagements qui vont être un peu globales. Alors nous, on a des portes qui s'ouvrent de manière standard, mais on a un double des clés. Donc si on entend quelque chose, tout de suite on peut intervenir. Bien évidemment, les salles de bain, il y a les aires de gération, c'est effectivement siphon plat, enfin voilà, c'est adapté, c'est des douches à l'italienne. Il y a des chaises de douche chez certains et pas chez d'autres. Voilà, donc ça, je suis d'accord avec vous, ça se fait un petit peu au cas par cas et en fonction de l'épilepsie, ouais. Oui, ce qui permet aussi du coup de pouvoir peut-être pousser un peu plus encore le degré d'autonomie de chaque personne. Exactement, et puis de personnaliser, entre guillemets, l'aide qu'on apporte. On va continuer cet échange dans un instant, puis on va écouter ce qu'ont à nous raconter Clara et Bertrand, qui bénéficient de cet habitat dans quelques secondes. Je vous propose peut-être juste qu'avant de poursuivre cet échange, on écoute Clara Luciani. Alors ça, c'est choisi par Clara. Pourquoi vous vouliez écouter Clara Luciani, Clara ? Est-ce parce que vous partagez le prénom ? J'aime bien. Vous aimez bien ? Oui. Eh ben, on va écouter Clara Luciani. Je ne sais pas quel titre on a choisi de Clara Luciani, mais on va l'écouter maintenant. Si Jean-Luc me le met, je suis sûr que je vais le reconnaître tout de suite. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Ce matin, on parle d'épilepsie et d'habitat inclusif. Alors, avant de passer la parole, et je suis très heureux d'avoir Clara et Bertrand qui tous les deux bénéficient justement d'un de ces logements, j'avais quand même une question que je ne vous ai pas posée ni à vous, ni Marie-Christine, ni à vous, Céline. C'est pourquoi c'est utile de mettre en place de l'habitat inclusif ? Qui veut répondre ? Pour répondre aux souhaits des personnes. Nous, on a commencé comme ça, en fait. C'était le rêve de mon frère de pouvoir être seul chez lui dans un appartement, tout en reconnaissant qu'il avait besoin d'un peu d'aide, comme je vous l'ai dit, un petit filet de sécurité. C'est ce qu'on appelle la transformation de l'offre. On n'est pas forcément en avance en France sur ces dispositifs d'habitat inclusif pour quelques formes de maladie ou de handicap que ce soit. Mais ce sont des projets qui sont passionnants. Il y a une véritable volonté d'avancer sur le sujet. Et c'est avant tout pour que les gens soient heureux au quotidien. Céline, vous me disiez aussi que c'était important et une demande des aidants. Oui, c'est ça, de répondre à un besoin et une demande, en fait, de trouver un peu un entre-deux à cette solution du foyer médico-social, où les personnes sont parfois trop autonomes pour rentrer dans ce type de structure, et puis pas complètement autonomes pour effectivement vivre en totale autonomie, ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Donc c'est vraiment pour répondre à un entre-deux qui voilà, je suis d'accord avec Marie-Christine, ça faudrait que ça se développe encore davantage, effectivement, sur le territoire. J'allais dire, on entend bien dans ce que vous nous dites toutes les deux, aujourd'hui, il y a un peu de retard quand même. Il y a un manque, oui, effectivement. Mais cela dit, voilà, vous contribuez quand même aujourd'hui à essayer de développer cette offre-là. Alors, j'entends ce que vous dites sur l'intérêt et l'importance que c'est pour les personnes qui souffrent notamment d'épilepsie. On a la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui Bertrand et Clara. Alors, vous, tous les deux, vous habitez au Palatinat. Alors, pour expliquer à nos auditeurs, j'ai sous les yeux une pochette que vous m'avez amenée en arrivant à la radio il y a quelques minutes, et où j'ai le plaisir d'avoir des photos. C'est quoi ces photos ? On est où là, Clara ? Clara, c'est quoi ces photos ? Dites-nous. C'est mon lit. C'est votre lit. Donc là, c'est votre appartement. Oui. Ça fait combien de temps que vous y êtes ? Depuis 2017. Vous aviez envie d'avoir votre appartement ? Et aujourd'hui, vous vivez comment ? Bien. Ouais. Oui. Cet appartement, il est, c'est le vôtre. Oui. Vous avez entendu Marie-Christine tout à l'heure disait, il y a des choses qu'on fait pour mettre en sécurité. Et puis il y a des choses que les locataires font eux-mêmes, amènent leurs meubles, etc. Je crois que vous avez personnalisé un peu votre appartement. Oui. Comment il est votre appartement ? Qu'est-ce que vous avez changé dans cet appartement pour que ce soit vraiment votre chez vous ? C'est quoi ce que vous avez fait pour vous sentir bien chez vous ? J'ai mis un lit par terre parce que je tombais. Vous tombiez ? Oui. Parce que
Clara, vous, les crises, vous les faites quand? La nuit. La nuit. Oui. Donc c'est vous qui avez adapté vous-même et pensé à mettre un lit par terre Oui. pour si vous tombez sur le lit. Oui. C'est ça. Et alors, ça, c'est ce que vous avez adapté, mais ça, c'est quoi ce qu'il y a au mur? Des papillons. Donc, c'est vous qui avez décoré votre appartement. Oui. C'était important pour vous? Oui. Pourquoi? Pour que ce soit joli. Pour que ce soit joli. Vous aimez bien, vous trouvez que votre appartement, il est joli, hein? Vous y vivez toute seule? Oui. Très bien. Je vois une autre pièce, là. Qu'est-ce que je vois ici? C'est quoi ici? La cuisine. La cuisine. Donc ça veut dire que vous vous faites à cuisiner? Non. Non? Vous mangez comment alors? C'est un camion qui amène le repas. Et vous mangez chez vous? Oui. Toute seule? Avec des copines. Ah! Tous les jours, vous avez des copines qui viennent? Oui. C'est bien ces moments de repas pour vous? Oui. Ouais. Comment elles s'appellent vos copines? Nathalie et Valérie. On les embrasse? Oui. Si elles nous écoutent? Oui. Vous les voyez tous les jours? Oui. C'est un moment important de la journée alors? Oui. Alors je vois qu'il y a un frigo, il y a un four micro-ondes, c'est bien ça, hein? Oui. Et alors là, j'arrive où? C'est quoi ici? C'est votre salle de bain? Oui. Donc pareil, je vois que votre salle de bain, elle est un petit peu adaptée. Qu'est-ce qu'il y a dans votre salle de bain? Une chaise de douche. Très bien. Qui vous sert à quoi alors? Parce que je tombais aussi. Vous tombiez aussi. Donc il y a la chaise de douche. C'est important, hein. On voit que il y a un vrai mélange entre ce qui est adapté dans l'appartement pour qu'il puisse vivre, que Clara puisse vivre dans son autonomie, et en même temps pour qu'elle soit en sécurité, Céline. Oui. Tout à fait. Il y a effectivement, c'est vraiment important, comme vous le dites, de pouvoir lui conserver son indépendance au maximum et effectivement donc adapter un petit peu et voyez le lit, elle a très bien dit, c'est elle-même avec sa famille qui ont trouvé cette solution là. Donc en réfléchissant effectivement au problème des crises nocturnes, donc la famille est très engagée aussi et c'est une réflexion collective. Nous, on conseille aux familles, quand les familles emménagent, par exemple, d'avoir pas des meubles en verre, par exemple, pour des personnes épileptiques. Pour autant, après, on arrive aussi à nos limites. La personne est chez elle, comme on le disait tout à l'heure. Donc, s'ils choisissent des meubles en verre, ce qui est le cas pour une de nos résidentes épileptiques, on ne peut pas forcément s'y opposer, même si on le déconseille très, très fortement. Et on entend dans ce que nous dit Clara aussi l'importance du dîner avec ses amis. Et oui. Oui, en fait, ils sont vraiment chez eux, donc ils peuvent recevoir, j'ai envie de dire, qui ils veulent. Donc là, effectivement, Clara reçoit régulièrement ses amis au domicile. Après, c'est pour les repas, après les AT. Je vois qu'il y a un joyeux anniversaire, Clara. C'était quand votre anniversaire, Clara? Au mois de juin. Au mois de juin, donc c'est bientôt. C'est dans quelques mois. Vous avez fêté votre anniversaire chez vous? Oui. Avec vos amis? Oui. Et la famille, elle vient vous voir? Oui. Comment ça se passe quand ils viennent? Vous êtes contente de les recevoir chez vous? Oui. C'est important? Oui. La place de la famille? Oui, et puis Clara, vous repartez aussi en famille régulièrement. Elle a la chance de pouvoir repartir aussi en famille tous les week-ends. Et puis elle revient, donc elle part du vendredi soir jusqu'au... mardi. Voilà. Oui. Et puis elle revient donc effectivement le mardi à la résidence. Donc oui, il y a une grande place et en tout cas, le but c'est de maintenir les liens familiaux. Les familles viennent régulièrement rendre visite à leurs proches et inversement en fait. Voilà. Je vous pose une question simple, Clara. Vous êtes heureuse dans votre appartement? Oui. Ouais. Est-ce que vous voudriez retourner vivre que chez vos parents ou vous préférez garder votre appartement? Garder l'appartement. Ouais. On voit vraiment, je trouve ça fantastique parce que les auditeurs le voient pas, mais Clara, quand on regarde les photos de l'appartement, vous avez le sourire. Oui. Hein, on vous sent heureuse. Bertrand, c'est pareil, donc vous êtes dans cette résidence. Oui. Hein, on le rappelle, le nom de la résidence qui s'appelle Le Palatinat. Le Palatinat. Pareil, vous êtes venu avec des photos. Alors en plus, vous, Bertrand, je crois que vous adorez prendre des photos. Hein. Oui. Hein, la dernière fois, vous êtes venu, on a pris des photos, vous m'en avez montré. Alors vous, votre appartement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que par rapport à celui de Clara, il est complètement différent.
Oui. Racontez-nous, il est comment votre appartement, Bertrand? Ouais, il y a un peu des dinosaures. Le tableau. Un meuble où c'est des fossiles dessus. Sur la petite étagère qui est à côté. Étagère, oui. Je vois une photo aussi sur le mur. C'est qui sur la photo là-haut sur le mur? C'est ma copine. Ah. Il y en a plusieurs, mais dessus. Alors attendez, juste on va s'arrêter 2 secondes sur la copine. Elle habite où la copine? Dans un studio aussi. Au Palatinat? Au Palatinat, oui. Donc vous avez chacun votre studio? Oui. Et en même temps, vous pouvez vous retrouver comme ça? Oui. Comment ça se passe? C'est vous qui allez chez elle ou c'est elle qui vient chez vous? Ouais, elle vient manger chez moi. Ouais. Elle vient manger chez vous. Donc Clara, c'est ses copines. Vous, c'est votre copine qui vient chez vous. Dans l'appartement, alors vous me disiez les dinosaures. C'est vrai que les dinosaures, je crois que c'est une petite passion. Hein. Bertrand, vous êtes passionné par les dinosaures? Ah, on a peut-être une petite absence. On va laisser Bertrand se reposer une seconde. Marie-Christine, vous l'entendez, on entend nos 2 témoins nous parler de leurs appartements. Hein. On sent que c'est important quand même pour eux d'avoir ce logement qui leur appartient. Oui, effectivement, il y a le logement, il y a ce sur quoi, ce dont a parlé Clara aussi, qui est le plaisir de se retrouver aussi, hein, comme tout un chacun. Nous, c'est vrai qu'on avait l'impression au début, ce qui nous avait frappé tous, hein, les locataires comme les accompagnants, comme les porteurs, c'était de se retrouver un petit peu dans une situation comme la série américaine Friends, où tout le monde se retrouvait le soir sur le temps du repas à l'appartement ressources, alors tout du moins ceux qui le souhaitent, et c'est quelque chose qu'on a répliqué sur notre 2e habitat, où il y a la possibilité de venir partager le repas. Chacun vient avec son plat, peut le cuisiner en présence d'aidants pour ceux pour lesquels ça peut être une mise en danger. Et puis c'est aussi l'opportunité de débriefer un peu sur la journée et de râler après le métro qui ne marchait pas, le bus qui était en retard, la pluie. Voilà, l'opportunité aussi de parler des collègues de travail qui peut-être étaient particulièrement sympas ce jour-là, ou peut-être de ce qui s'est peut-être un peu moins passé, mais de pouvoir partager comme on adore tous le faire, hein, avec notre groupe, quel qu'il soit. J'allais dire en fait une vie normale, quoi, une vie sociale normale. Exactement. Bertrand, ça va mieux? Ouais. Alors, on peut continuer un peu cet échange ensemble. Je le disais, donc vous, c'est votre copine qui vient chez vous. Hein, et vous avez mangé, effectivement. Alors, je sais aussi que vous travaillez, Bertrand. Oui, au CAT des cours. Donc, ça veut dire que, comme tout le monde, le soir, après le travail, vous rentrez chez vous. Oui. Ouais. Et ça, c'est important pour vous. Oui. Je voudrais qu'on parle aussi d'autre chose. Alors, on voit les photos de votre appartement. Alors, il est très décoré, votre appartement. Hein. Il est beau, hein, c'est un joli endroit. Lui, alors, il est au rez-de-chaussée, cet appartement. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je crois je vous propose, ce qu'on va faire, on va faire simple. Je vais expliquer à nos auditeurs. Bertrand a besoin de se reposer quelques minutes. On va écouter Jessie J. On va laisser souffler Bertrand quelques minutes et on revient, on continue ces échanges dans un instant. Jessie J tout de suite sur RCN dans Et puis c'est tout. RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. On est toujours en direct sur RCN et aujourd'hui on parle d'habitat inclusif. On discutait avec Bertrand et Bertrand, je sais qu'il y a des petites choses que vous vouliez nous raconter. Je crois notamment, d'abord peut-être nous dire Bertrand, depuis quand vous souffrez d'épilepsie? Depuis quel âge? Depuis l'âge de 6 ans. Je sais que vous avez quelques passions, on a parlé tout à l'heure des dinosaures, mais vous avez d'autres choses que vous aimez dans la vie? Ouais. C'est quoi? J'aime aussi écouter la musique. Ouais. Et puis écouter les matchs de Nancy. Vous le faites dans votre appartement, ça? Ça, oui. Est-ce que vous mettez la musique très très fort chez vous pour danser? Ça,
Sinon, ça gênerait un peu les autres personnes. Ouais, donc vous faites quand même attention à vos voisins. Oui. Bertrand, chez vous, je le disais, on regardait les photos et comme pour l'appartement de Clara, bah voilà, il a été personnalisé l'appartement. Vous avez fait, je crois, de la peinture. Qui est-ce qui a fait les peintures chez vous ? C'est mon père et mon frère. Ouais. Qui sont venus le faire chez vous ? Oui. Et c'est vous qui avez choisi les couleurs ? Non. Non, vous avez discuté avec eux, ils sont venus le faire ? Non, c'est eux qui ont choisi. Et alors, est-ce que vous aimez les couleurs qu'ils ont mises ? Oui. Ouais, très bien. Il y a aussi des meubles ? Oui. Qui c'est qui a fait ça ? C'est mon père et mon frère aussi. Vous êtes proches de vos parents, et de votre papa et de votre frère, du coup ? Vous vous entendez bien ? Oui. Ils viennent chez vous des fois ? Oh, oui, des fois. Ouais. Bertrand, vous êtes un coquin parce qu'il y a une autre passion que vous avez dont vous m'avez pas parlé. La pizza. Je crois me souvenir que vous aimez bien les pizzas, Bertrand. Est-ce que vous mangez des pizzas quand vous êtes chez vous ? Des fois, quand on achète ici, oui. Pas autant qu'il le voudrait, je pense. Bertrand regarde Céline et elle a l'air de dire pas suffisamment. Pas suffisamment. J'ai compris le message. Il y a aussi un autre sujet quand on parle de décoration et on le voit bien, on sent ce besoin de s'approprier les lieux. Marie-Christine, vous l'entendez, hein, c'est ce besoin de décorer, de se dire je suis chez moi, j'ai choisi mes couleurs, etc. C'est important hein, quand on parle d'habitat inclusif de bien pouvoir s'approprier, de pouvoir remettre à ses goûts son logement. Oui, tout à fait. Alors, nous avions aussi la chance, je crois, comme les collègues de Nancy, d'emménager dans du neuf. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'était assez extraordinaire de pouvoir se partager un peu les bonnes adresses et la déco. Alors, on avait la chance de Premier Habitat ouvert. On célébrera les 10 ans l'année prochaine, en juin 2026. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on avait la chance de se pencher sur tout ça en plein milieu de la mode de meubles scandinaves, donc gentiment arrondis, avec des designs qui vraiment étaient aussi très intéressants au niveau de la sécurité. Donc on a pu, chaque personne a pu allier le joli qui leur plaît, le beau avec un peu, avec la sécurité, avec des angles arrondis. C'est bien. Alors, puisque je parlais aussi et on va finir cette émission sur cette info-là, puisqu'on parle de personnaliser, je crois qu'au Palatinat, il y a aussi quelque chose, il y avait un mur qui vous plaisait pas trop à vous les locataires parce qu'il avait une couleur que vous n'aimiez pas. C'était quoi cette couleur-là que vous aimiez pas trop tous là ? Bertrand, Clara ? De quelle couleur il est le mur que vous aimiez pas et vous avez refait quelque chose dessus ? Bertrand ? Il était blanc. Non, il n'était pas plus jaune ? Il n'y avait pas une question de jaune, on n'aimait pas trop la couleur, si je dis pas de bêtises ? La couleur du hall d'entrée. Alors, il n'était pas orange. Ah, faut pas dire la couleur. Ah, justement. Alors, j'en parle parce que et c'est là qu'on voit aussi tout l'intérêt, c'est qu'en plus, ils prennent possession intégralement des lieux. N'aimant pas cette couleur dans le hall d'entrée, il y a eu un projet que vous avez développé de mise en place, de création d'une fresque. C'est ça, oui, avec effectivement une artiste, Marie-Liane Froisier, qui travaille aussi au CHU de Nancy et qui fait, vous savez, qui décore les plafonds dans les blocs opératoires pour les enfants. Donc, qui est venue faire presque un an d'atelier art-thérapie. Et effectivement, alors, qui a enlevé cette couleur jaune qui ne plaisait pas du tout aux résidents. Et ils ont eux-mêmes, avec elle, repeint les murs de certaines couleurs, avec une énorme fresque qui a été dessinée par les résidents. Ouais. Voilà, un projet fait en commun. Et qui sera inauguré bientôt. Et qui sera inauguré au mois de décembre, effectivement. Bon, j'espère pouvoir être invité. Bertrand, Clara, est-ce que vous m'inviterez pour venir voir la fresque ?
Oui. Oui. Vous savez que je passe tous les jours devant chez vous et tous les matins, je regarde si vous êtes à la fenêtre. J'étais très heureux. Merci beaucoup, Clara, Bertrand, d'être venus nous raconter votre vie, votre quotidien chez vous, dans vos appartements. Le temps est court. On aurait aimé discuter encore plus longtemps avec vous. Je sais qu'il y avait plein de choses que vous auriez pu encore nous raconter. Mais merci mille fois d'être venus nous en parler. Merci beaucoup à vous, Marie-Christine. Je rappelle, Marie-Christine Poulain, que vous êtes, vous faites partie d'EPI Bretagne et cofondatrice du projet Habitat Inclusif. Merci à vous, Marie-Christine. Merci aussi, je tiens à souligner aussi l'esprit pionnier, le fabuleux travail des équipes, des aidants et des cadres des équipes. Tout ça s'est construit ensemble. C'est un véritable partenariat avec les locataires aussi et les familles. Et on a bien ressenti ce matin l'intérêt et l'importance de cet habitat. Merci Céline. Vous êtes donc responsable de secteur de la résidence Palatina. Merci d'être venue nous raconter aussi votre résidence et le travail au quotidien et l'accompagnement au quotidien de vos résidents. Avant de se quitter, Aurore, en quelques mots rapidement, quelques ressources pour les gens qui nous écoutent. Oui, alors on aura notamment un reportage de la construction d'un habitat inclusif dans le mémoire d'Emeline qui est venue témoigner sur une précédente émission, des ouvrages autour de ce thème et les sites des résidences. Eh bien, tout ça, vous les retrouverez en lien sous la vidéo de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. Merci à Jean-Luc à la technique. Belle journée à tous et à très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org